Merci aux associations qui ont répondu à notre appel. Nous avons pensé que dans le cadre du projet de contournement de l'interconnexion électrique projeté par RTE, bien sûr, il était intéressant de se déplacer et Loïc Prudhomme, le député de Gironde, voilà, et qui est notre référent pour l'Aquitaine, souhaitait écouter les associations qui ont participé au premier débat public. Alors, il y a donc l'association Sibylline, qui est désolée de ne pas pouvoir être là, qui s'occupe des océans et du côté espagnol d'ailleurs aussi, qui aurait voulu être là et qui souhaite prendre contact avec le député ensuite, Loïc. Avec grand plaisir. Donc je te donnerai les coordonnées. Voilà. Il y a les amis du réseau de soutien mutuel espagnol qui ne sont pas là, mais Victor Ducad est en cheville avec eux, voilà. Voilà. Donc, dans nos associatifs qui sont là, nous avons donc Roland Legros ici, qui représente les Amis de la Terre. Voilà. Géraldine Jourdan, qui représente le GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres. Voilà, parce qu'un contournement terrestre, eh bien, il peut être question de la forêt et des arbres aussi. Nous avons donc José Manarillo. Et moi, je représente la Sépenso Landes et Aquitaine aussi. Très bien. On a intervenu effectivement dès 2017 dans le processus de concertation, donc il faut vous parler. Oui, en tant que député, c'est intéressant. Et puis Victor Pachon. Victor, présente ton association, ton collectif plutôt. Voilà, je suis le président du collectif des associations de défense de l'environnement, dont le territoire s'étend sur le Pays Basque et le sud des Landes. Et nous regroupons une soixantaine d'associations de défense de l'environnement. Et nous avons été aussi concertés en 2017. Voilà. Je pense d'ailleurs qu'en 2017, vous étiez intervenu avec nos documents à l'Assemblée. Alors ce qu'il faut savoir, peut-être avant de commencer l'audition, je vais parler brièvement parce qu'on a pris un peu de retard de toute façon. Je vous présente juste les grandes lignes. C'est un projet européen, en aucun cas le projet de la mairie de Cap-Breton, bien entendu. Hein. Ça entre dans les grands projets européens d'interconnexion électrique. Le principe étant pour l'Union européenne la solidarité et la sécurité en matière d'énergie, de pourvoi d'énergie entre les pays. Ça, c'est l'affichage. Et l'Union européenne a dédié à ce projet, notamment pour le franchissement marin du gouffre de Cap-Breton, une énorme subvention. C'est une des plus grosses qui ait jamais été allouée sur ce type de projet par l'Union européenne. Et il s'est avéré que le gouffre, ayant des parois instables, n'était pas franchissable, comme vous le savez sans doute tous ici, et que RTE donc, est obligé, dans son projet, de prévoir le contournement terrestre, ce qui fait que tout cela se complique. Donc Loïc va pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants et interroger les associations à ce sujet. Voilà, je n'en dis pas plus parce qu'on a pris du retard. Juste très rapidement, je ne vais pas expliquer les tenants et les aboutissants, mais rappelez que moi, dès 2018, j'avais pris, Loïc Prudhomme, donc député de la Gironde, France Insoumise, dès 2018, j'avais effectivement pris position sur le principe même de cette interconnexion. Ce qu'a rappelé Eliane, c'est qu'elle est vendue pour, soi-disant, la sécurité d'approvisionnement et notre autonomie énergétique. Sauf que moi, je m'étais positionné sur le principe même de cette interconnexion contre ce grand projet inutile, puisqu'il répond juste à une injonction de la Commission européenne, qui est celui d'atteindre les 10% de volume d'électricité qui pourrait être échangé entre nos différents pays limitrophes. Et je m'étais effectivement appuyé sur les documents du CAD, c'est comme ça, du CAD, qui avait fait une analyse assez précise de toute cette question énergétique pour poser un avis sur l'enquête publique à l'époque. Et effectivement, je viens de discuter avec le maire de Cap-Breton et on a aussi souligné cette question des conditions aujourd'hui du débat public qui sont pas correctes, pas normales dans une démocratie qui prétend donner la place à l'environnement. On a soi-disant un président qui est le champion de la Terre.
Bon, en tout cas, on a un petit peu de mal à le comprendre. Et effectivement, les conditions d'un débat où on vous apprend, je crois, le 14 janvier qu'il faut donner une réponse pour le 21, c'est juste pas normal. Mais même si aujourd'hui on a un petit délai supplémentaire, je crois d'une dizaine, une quinzaine de jours, sur une réunion de synthèse en fait de cette étude des tracés terrestres, ça nous amène début mai. Et après va s'ouvrir une phase de concertation. Et l'enjeu est effectivement maintenant d'essayer de faire plier RTE sur la question même de l'utilité. Parce que moi, l'étude du tracé terrestre, j'entends que les mairies sont confrontées, ils essayent de limiter les impacts. C'est leur rôle, c'est leur prérogative. Moi, je suis sur une autre position et je pense que c'est la vôtre aussi, tous les associatifs, c'est de dire que finalement, le contournement terrestre, il n'est un problème que parce qu'il y a une interconnexion. Et si on annule, on supprime cette interconnexion qui pour moi est inutile, tous les problèmes sont réglés du fait d'un coup d'un seul. Il n'y a plus d'impacts environnementaux et on peut discuter d'autres choses sur la production locale d'énergie, sur des moyens de produire des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire. Donc moi, ce qui m'intéresse dans la discussion qu'on va avoir ce matin, tous les 5, c'est de voir effectivement quelles sont vos positions et votre analyse et votre expertise du dossier depuis 2018, parce qu'il a bougé, il a avancé, et je suis toujours attentif dans mes prises de position politique à m'appuyer sur les expertises des citoyens qui sont sur le terrain et qui ont, sur ces sujets très techniques aussi, vraiment un regard sans doute plus pointu que le mien, particulièrement sur ce sujet-là, même si on essaie d'être les plus pertinents possibles. On n'est pas expert de tout quand on est parlementaire, même si on a quelques sujets d'expertise, en tout cas sur l'énergie. J'ai beaucoup appris, moi, en 2018, de vos dossiers aux uns aux autres et de vos analyses. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire, et puis du coup, je vous laisse continuer la discussion et m'expliquer un petit peu les évolutions. Donc je ne sais pas comment on commence. C'est à qui veut démarrer? Est-ce qu'il y a un ordre prévu? T'es pressé, mais moi je ne veux pas rester après. On démarre comme ça et on descend. Nous on est d'ici. Voilà, donc pour le cadre qui est un collectif d'association, mais qui est aussi adhérent à la plateforme contre les grands projets des autoroutes électriques espagnoles, comme Cividine d'ailleurs. Donc on a été concerté en 2017. C'était une concertation intéressante parce qu'on a pu mesurer où va RTE, où va la politique énergétique au niveau européen, et c'est plutôt inquiétant. Donc, je vous rappelle que le projet démarre près de l'usine, près de la centrale nucléaire de Blaye, qu'elle rentre dans l'océan aux environs de Lacanau, et qu'il avait l'intention d'aller tout droit jusqu'à Lemonis, le projet de centrale nucléaire de l'État espagnol qui a capoté, et finir dans la ville d'à côté qui s'appelle Gatica, avec qui on a fait une réunion publique à Bayonne pour dénoncer ce projet. Ce projet, il est présenté comme ça. Il faut sécuriser et il faut avoir de la solidarité entre les États. Et pour cela, il faut atteindre 10% d'interconnexion. 10% pour eux. On a une capacité pour l'Espagne de produire 103 gigawatts. Donc il faut avoir 10 gigawatts pour faire. Bon. C'est déjà discutable. Et la commission de régulation de l'énergie dit qu'il serait mieux de faire 10% de la pointe effectivement utilisée, non pas de la capacité, parce que vous allez voir le scandale que ça constitue. Donc, sécuriser. L'État espagnol, il a une capacité de 103 gigawatts et il en utilise par an 40. En a-t-il beaucoup besoin? Premier point. La France a une capacité de 129 gigawatts. Il en utilise entre 80 et 90. Et je vais dire une chose, parce que les gars de RTR vont me tomber sur le coup. Sauf le 8 février 2012 à 19h. Où là, on est arrivé à 102. Et alors, on est arrivé à 102. Et comme on a une capacité de 129, on s'en est tiré. Vous avez remarqué quelque chose, vous, à 19h, le 8 février? Non. Voilà. Donc, les capacités
sont convenables. D'autant plus que la consommation stagne depuis des années. Voilà. Elle va augmenter. Ah oui, les véhicules électriques, etc. etc. Mais aussi, on peut la faire diminuer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, un vaste programme, ça je vous laisse ça à vous, mais un vaste programme de réhabilitation de tous les logements pour l'économie d'énergie, l'installation d'énergie renouvelable sur tous les toits des hangars, des fermes, des supermarchés et des usines, ça peut produire. Hein, donc, on n'a pas une nécessité absolue. On va voir un petit peu, donc, cette sécurisation, nous la mettons en cause. Comme nous mettons en cause la solidarité, vous allez le voir. Mais sur les 10%, en plus, la France, en 2017, avait déjà atteint les 10%. Et depuis, elle a fait des interconnexions avec l'Angleterre, avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec la Suisse et avec l'Italie. Et l'Espagne a fait des interconnexions avec le Maroc et avec le Portugal. Donc, aujourd'hui, on a l'objectif, cette règle communautaire européenne, qui n'était pas contraignante en plus, elle est atteinte. Donc, pourquoi dépenser tant de pognon sur quelque chose que nous, usagers, nous, les peuples d'Europe, n'avons pas besoin? C'est la bonne question. En fait. Voilà. Ça, c'est la première Quel point. est l'intérêt pour RTE? Voilà. Donc, premier point, est-ce que c'est de la solidarité ou de la spéculation? Quand on rencontre les gens de RTE, ils nous expliquent que l'échange est excédentaire pour la France. Mais quand on rentre dans le détail, on se rend compte que en Espagne, où ce sont des opérateurs privés, ils achètent de l'énergie nucléaire en France parce qu'elle est meilleur marché pour la vendre en Espagne, où elle est plus chère, certes parce qu'elle est peut-être renouvelable, etc., où elle est plus chère. Mais c'est juste, ils ont de quoi, mais ils achètent en Espagne parce que comme ça permet de spéculer sur le prix. Et on est bien loin de la solidarité, n'est-ce pas? On est là dans l'installation d'une bourse, comme une bourse financière, mais pour l'énergie. Voilà. Et donc on va, un petit coup, ça souffle du vent en Danemark, on le rachète parce qu'ils en ont trop, il faut qu'ils le refilent, et c'est moins cher. Et à ce moment-là, on n'en prend pas ailleurs, etc. Mais en faisant ça, on augmente singulièrement la dépendance des États par rapport à l'Europe. Donc on peut imaginer, lorsque ce processus sera abouti, mais quand les Grecs se posent la question de quitter ou pas quitter l'Europe, on va vite leur faire entendre, mais vous avez tant et tant d'interconnexions, vous voulez de l'électricité ou vous voulez devenir des Amish, comme dit l'autre? Voilà. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième dommage collatéraux, c'est le suivant. L'Espagne produit pas mal d'énergie électrique d'origine renouvelable. Certes, en Espagne, il faut donc qu'il y ait un peu plus de marge dans la capacité, mais au point de 40 par rapport à 103, c'est quand même un peu exagéré. L'Espagne a installé des installations de production d'électrique au gaz qui n'ont jamais commencé à produire. Elles sont flambantes neuves et elles ne bougent pas. Voilà. Donc, quand on a les énergies renouvelables, évidemment, s'il commence à pleuvoir et qu'il n'y a pas de vent, etc., il peut y avoir une marge. Mais la marge, elle est énorme déjà. Donc, les dommages collatéraux, c'est quoi? C'est que nous, on est en retard pour les énergies renouvelables. Et si on appuie sur un bouton et on a de l'énergie, de l'énergie renouvelable qui nous vient d'Espagne, à quoi bon faire l'effort chez nous? Voilà. Donc, ça, cet aspect négatif d'incitation à continuer à avoir une part prépondérante de l'énergie atomique, énergie à partir du nucléaire, qui, je vous le rappelle, ne compte pas dans son prix de revient ce qui va devoir compter par milliards tous les ans, et pendant des milliards d'années pour les générations futures, la gestion des aires de stockage. Quand on voit à côté de Bure, en Alsace, l'aire de stockage qui devait être réversible, etc., qu'on a décidé finalement d'abandonner parce qu'on ne veut plus y descendre parce que tout s'écroule, eh bien, ça sera pareil pour Bure. Quand ça s'écroulera, on n'ira plus et on laissera pourrir des énergies renouvelables, des déchets nucléaires
en attendant le prochain tremblement de terre. Et en attendant, c'est des milliards. Voilà. Donc, les dommages collatéraux, ils vont influer sur la politique énergétique de la France. Ils vont perpétuer l'énergie nucléaire qu'il nous faut quitter peu à peu, et ils vont ralentir l'investissement sur les renouvelables. Après, je vais aller plus vite. Donc le problème pour nous, c'est donc pourquoi investir tant de pognon pour ça. Le premier élément, c'est l'interdépendance, créer une interdépendance étroite entre les pays européens. Le deuxième, c'est aller vers un géant de l'électricité, un géant de l'énergie au niveau européen. Alors vous imaginez que ce géant de l'énergie européen, il prendra son siège social au Luxembourg, en Hollande ou en Irlande, là où on paye le moins d'impôts, et que ce qui se passe aujourd'hui à EDF, qui est minime, mais qui existe, par exemple, on peut assurer même aux ménages très endettés un minimum d'électricité pour continuer. Vous pensez que quand vous allez téléphoner au siège social en Irlande, ils vont vous envoyer balader. Et donc, l'aspect social qui peut encore exister dans notre service public, il va disparaître. Et donc, on n'aura pas de prise là-dessus. Quand on a posé ce problème-là aux deux personnes de RTE qui nous rencontraient, on dit mais qu'est-ce que ça va être l'avenir de RTE? Ils nous ont dit une réponse ahurissante. Ils nous ont dit, nous, il y a longtemps qu'on a compris qu'on ne serait plus que des passeurs d'énergie. Voilà l'ambition de l'énergie en France à l'heure actuelle. Donc, vous avez compris, et je conclus, qu'on considère qu'il n'est pas opportun d'augmenter de manière disproportionnée le taux d'interconnexion à des coûts importants, car il y a déjà de quoi faire. On trouve préférable de continuer de manière volontariste sur la piste des économies d'énergie et la diminution d'une économie qui est encore stable aujourd'hui. On considère qu'il est préférable de continuer à investir sur la piste du stockage électrique. Et nous souhaitons un arrêt progressif du nucléaire qui doit inciter à développer des énergies renouvelables en France sans dépendre d'autres pays. Et après, on souhaite qu'on continue les efforts en direction de l'autoconsommation qui réduit les réseaux et qui diminue aussi le truc. Ensuite, juste un petit point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne va pas discuter du diamètre du suppositoire. C'est-à-dire qu'on dit, c'est non. Et donc, que ça passe dans la forêt, que ça passe dans l'océan, que ça passe dans la rue, que ça passe à la Cano, que ça passe à Lémonis, ou quoi, pour nous, c'est non. Et c'est ça qui nous semble regrouper l'ensemble de la population. Moi, je représente la CEPONSO, donc, qui est une association environnementale. Son objet étant la protection de l'environnement et de la santé humaine. C'est à ce titre-là, effectivement, qu'on intervient. Même si on adhère, on soutient, on considère que c'est un grand projet inutile et imposé, mais bon, on le prend sous l'angle de nos statuts, l'atteinte à l'environnement et à la santé humaine. Et de ce point de vue, effectivement, le débat public a été lancé en 2017, en octobre 2017, et ça a été positif. C'est la première fois que je voyais un opérateur travailler avec nous, comme ne le font pas les collectivités locales et l'appareil d'État localement. Donc c'est un point positif. Bon, les choses ont ensuite changé. Fin 2020-2021, ou plutôt 2020, quand ils ont abandonné le franchissement du gouffre, puisqu'on avait travaillé là-dessus, sur un tracé en centre qui utilisait les voies publiques. Et ils sont passés à un système non plus de concertation physique, mais de prétendue concertation numérique. Bon, prétextant de l'urgence sanitaire, prétextant du Covid. On assiste là donc, bon, je vais reparler là-dessus, à une restriction du débat public. Alors, le premier point que je voulais mettre en valeur, parce que c'est, comme vous êtes député, c'est important, c'est légalement institué. Il y a un texte qui le prévoit. Mais le processus actuel de débat public, suivi par voie numérique, est un Canada Dry de concertation. Ça ne permet effectivement pas une véritable dialogue, une véritable coopération avec l'opérateur public de la part
de la population. Une centaine ou moins de personnes derrière leur clavier ne représentent pas une population rassemblée dans une enceinte publique et qui s'exprime et qui débat contradictoirement, qui fait avancer les choses ou pas. Et on a des interlocuteurs avec qui on peut discuter. Et ça, c'est le premier point. Je pense que là, il faut effectivement, sur le plan législatif, voir cette question. Parce que l'évolution du droit de l'environnement, il est justement vers des évolutions de cette nature. Réduire la participation du public à une relation numérique. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, avec la consultation de la population réelle. Je vous assure, il y a un véritable problème. C'est certes prévu par l'urgence sanitaire, mais je pense que c'est un prétexte pour restreindre les libertés publiques. Ça, c'est le premier point. Le second point qui rejoint celui-là également, le débat public est un débat où on intervient localement, en tant qu'association environnementale, sans même disposer de l'enquête publique, de l'étude d'impact, excusez-moi, de l'étude d'impact ayant pour objet de recenser les effets notables sur l'environnement et la santé humaine. Nous n'avons pas cette documentation, nous n'avons rien. Et il faut intervenir, il faut prendre position. Nous aurons l'étude d'impact, me dit-on à chaque fois, pendant l'enquête publique. Sauf qu'après l'enquête publique, on ne peut rien changer. Donc là, il y a un problème, à mon avis, dans la législation concernant le débat public. Il faut prévoir la production d'une enquête publique ou d'une première esquisse d'enquête publique. Ça peut être fait notamment ça pouvait être fait sur le franchissement du gouffre. Et ça peut être fait, donc c'est ce que je voulais dire en plus, sur les effets sanitaires. Le second point étant les effets sur des champs magnétiques, sur la santé humaine et l'environnement. Là, on est face à une situation qui ressemble étrangement à celle que l'on a connue avec le laboratoire pharmaceutique, où en réalité, c'est l'opérateur public qui a le monopole de l'information, qui a le monopole des études et qui a le monopole des mesures effectuées. Donc il raconte ce qu'il veut. On n'a pas de contradiction. Il y a peu d'études internationales sur cette question. Il semble-t-il un consensus international disant, c'est la Commission internationale dont j'ai oublié le nom, qui semble être financée par l'industrie d'après certains, disant qu'il n'y a aucun risque pour la santé humaine et parlant de consensus. Là, je pense que c'est une situation qui ne va pas. On assiste à une défaillance de l'État sur ces questions-là, sur le monopole de l'information. Je pense que c'est l'État, le ministère de la Santé et de l'Environnement, qui devrait centraliser les études scientifiques internationales, qui devrait centraliser ces données et les mettre à disposition du public, et qui aurait dû, dans cette affaire, compte tenu de son importance, lancer une étude sur ce thème particulier, effet des champs magnétiques sur la santé humaine et l'environnement, à l'occasion d'une interconnexion électrique comme celle-ci. Ça n'est pas fait. Et ça aurait dû être fait. C'est d'autant plus déplorable que l'Union européenne a consacré 500 millions d'euros pour faire cette opération, et des millions d'euros ont été dépensés avec l'Université de Bordeaux pour la question de l'étude du franchissement du gouffre. On ne peut pas trouver 1 million pour faire avancer la science sur les effets des champs magnétiques sur la santé humaine. Ça, c'est délaissé. Au profit d'une étude des éléments physiques, et les conséquences sur le vivant sont délaissées par les études scientifiques, par la communauté scientifique, tout simplement parce que l'État ne joue pas son rôle de recherche. Donc, je veux mettre l'accent là-dessus parce que c'est important en tant que député, au moins en tant que législateur ou contrôleur du gouvernement. Vous voyez, je trouve que c'est un rôle. C'est ça, des angles d'attaque concrets. Donc modifier la loi, il faut modifier la loi dans ce sens pour élargir la participation du public dans les situations d'urgence, parce qu'on a l'impression que la situation d'urgence va se poursuivre ad aeternam, et donc et modifier le droit. Dernier point, localement, donc on ne peut pas se dire, nous refusons l'anathème, ils sont contre tout. C'est pour ça que nous étudions les dossiers. En l'espèce, on n'est pas insensible à la question du tracé qui sera retenu ou pas. En l'état, la solution qui a été de rejeter le passage par les voies publiques en urbain, alors que ça avait fait consensus parmi tous les membres réunis, au profit du passage en des voies dans les zones naturelles, pose un problème concernant la protection des zones naturelles. Et là, il y a au moins deux types de situations. C'est la place des casernes à Seignos, où c'est une zone Natura 2000. Bon, là, il y avait des éléments techniques qui étaient apportés qui semblaient, mais il fallait le vérifier, il fallait au moins avoir l'étude d'impact et vérifier ça, on ne l'a pas.
Et le deuxième point concernant Cabreton, mais c'est beau pour Hossegor, les espaces naturels concernés dans le flanc sud-est de Cabreton, mais le nord-est d'Hossegor, sont ce que l'on appelle des espaces remarquables du site inscrit étang Landais Sud. Donc ils sont protégés depuis un arrêté ministériel de 1969. Donc la solution défendue par les élus maintenant, c'est de passer les câblages dans cette zone protégée. Alors, ça pose un problème de ce point de vue, notamment des défrichements que cela risque de provoquer. Et c'est des zones à forte inondables, à forte par remontée des nappes. Et les pertes maritimes ayant une fonction d'assainissement, donc défricher, ça pose un vrai problème. Et le second point, de ce point de vue, je me suis perdu l'idée. Sur ce point-là, c'est dans le flanc sud-est de Cabreton. Oui, il y a le problème des barthes. Les barthes qui font l'objet d'un empiètement permanent d'un certain nombre de gens en dehors de la légalité. Et ils veulent apparemment aussi passer par là, ce qui risque de geler cette situation d'attaque, d'empiètement ou de destruction de la fonctionnalité des barthes. Et le troisième point, c'est que les bétonneurs de la côte, les collectivités locales, la promotion immobilière, ils sont contents que l'on retienne un passage en zone naturelle. Ils sont contents parce que par le projet que j'ai vu, ça leur permet, vous savez, l'urbanisation au sein de l'Albe littoral ne peut se poursuivre qu'en continuité de l'urbanisation actuelle. Ils installent le passage à 1 kilomètre ou 2 de la partie forestière, de la partie naturelle, et ça ouvre là une bande qu'ils pourront ensuite revendiquer, ouvrir à l'urbanisation et donc continuer de détruire les espaces naturels qu'il faut protéger à Cabreton parce qu'on a dépassé le seuil d'équilibre. Notre politique étant de effectivement préserver sur Cabreton, Hossegor aussi d'ailleurs, Seignos moins, un équilibre entre la partie urbanisée et la partie naturelle. C'est ce que dit la loi, de toute façon, on n'a rien inventé là. Et là, ils sont constamment en train de détruire cet équilibre. Donc voilà ce que je voulais vous dire en tant que député. C'est ces soucis de participation du public sous le coup de l'urgence sanitaire et de l'absence d'information par le biais de l'étude d'impact. Ça, c'est les points importants en tant que député que je voulais vous donner. C'est ce que je dis quand on va dire député, mais bon, je sais que ce n'est pas vous qui avez le pouvoir, mais... Pas encore. Voilà, j'ai terminé. Quand même vous passer le micro, je vais attraper de quoi prendre deux petites notes. Allez-y, démarrez. Merci Géraldine. En même temps, non. Ça marche, ok. Donc, bonjour, Géraldine Jourdan du groupe national de surveillance des arbres. Donc, nous, on est une toute jeune association depuis 2 ans et on soutient donc le cas de la CEPANSO, les Amis de la Terre. On rejoint ce discours. C'est un grand projet inutile. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. On a une vraie urgence climatique. On a une accélération sur notre secteur. Alors, ici ou ailleurs, le discours devrait être le même. Nous devons absolument refuser ce projet. Nous sommes de plus en plus nombreux. Malgré tout, nous sommes de plus en plus responsables. Donc ce mot décroissance vient aussi avec notre consommation électrique, puisqu'on est d'accord pour dire que plus on avance dans le temps, moins on consomme. Donc, il est vraiment important de rappeler que nos zones landaises sont très convoitées. On a énormément de convoitises au niveau de la promotion immobilière. Nous avons énormément de projets aussi de développement sur tout ce qui est énergétique, l'agrovoltaïsme, le photovoltaïsme, et maintenant ce dossier aussi RTE. C'est beaucoup trop sur cette zone. Nous avons dépassé comme tu le dis, le quota en fait des projets qui peuvent se faire sur notre secteur. Nous avons aussi des forêts qui sont en dépérissement, qui sont très fragilisées. L'objectif aujourd'hui, ce serait vraiment d'essayer de protéger, de sanctuariser et de laisser un petit peu les choses se reconstruire naturellement sur notre zone. Et n'oublions pas aussi que le secteur Landes est quand même une zone humide. On a la chance d'avoir les pieds hors de l'eau, mais chaque année, de plus en plus, nous avons des zones urbanisées qui se retrouvent les pieds dans l'eau. Et ça s'accélère d'année en année. Donc ce projet qui est de trop pour le coup, au niveau du groupe national de surveillance des arbres, on dit non. Et tous les citoyens, pour le coup, aussi sur notre secteur, au niveau des terres landaises, valident en fait cette idée de projet qui est totalement inutile. Donc voilà, je laisse la parole aux connaisseurs. Merci à vous.
Bon, bonjour, je vais finir. Bon, je pense que à peu près tout a été dit là-dessus, donc je vais, comme je suis quelqu'un qui aime bien les chiffres et les dossiers, je vais un petit peu creuser. Donc c'est un projet qui est inutile, en effet. Il faut savoir que c'est un projet de 1,750 milliard au départ en 2017. Bon, alors ça, c'est la prévision du projet. Les économistes vous diront en général que sur ce type de projet, quand il est nouveau, qu'il n'est pas maîtrisé, il y a entre le coût théorique et le coût à terminaison un facteur pi, ce qu'on appelle le facteur pi, donc 3,14 pour ceux qui ne se rappellent pas. Donc en fait, c'est un projet qui risque de tourner s'il se fait autour de 6 milliards d'euros, tranquille. Bon, alors, 1,750 millions d'euros, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Alors, depuis la LGV, j'ai pris l'habitude de transformer ça en unités qu'on maîtrise. Par exemple, ça fait à peu près 140 EHPAD. Bon, c'est vrai que les EHPAD, actuellement, elles ont tendance à se vider, elles ont des difficultés à se remplir. Est-ce qu'on en a besoin d'autres? Je ne sais pas. Ça peut être aussi à peu près 120 collèges ou 30 lycées. Là aussi, on a bien compris que les mômes, ils étaient aussi bien à la maison pour étudier que dans ces structures. Donc, est-ce que c'est franchement utile? J'en sais rien. Alors, j'ai pas eu le temps de transformer ça en truc à la mode, en unité Covid ou en lit de réanimation. J'ai pas fait le calcul, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, on est un peu chargé, mais ça va passer très vite avec la vaccination. Donc, c'est franchement utile. Donc, on a de l'argent disponible, il n'y a pas de problème. Bon, là-dessus, il y a une subvention de 700 millions d'euros de la communauté européenne. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le document de demande et de réponse de la communauté européenne, alors on n'a pas tous les chiffres parce qu'ils ont été masqués, le bon peuple n'a pas à tout savoir, c'est pas bon. Donc là, on a vu que la subvention européenne, elle venait premièrement pour permettre une avancée technologique, autrement dit le percement sous le gouffre. Bon. Et puis, deuxièmement, parce que le projet n'était pas rentable. Donc, il faut le subventionner. Donc, voilà un projet spéculatif qui n'est pas rentable, qu'on va subventionner. Avec un forage sous le gouffre qui ne se fait plus. Donc, on peut se demander si la Commission européenne va continuer à donner ces 40% de subvention. Bon. Ensuite, il y a quand même quelques soucis supplémentaires. C'est que RTE, bon, bien qu'ils aient essayé de bosser un peu plus sérieusement que leurs prédécesseurs d'EDF sur le projet de stockage de gaz de Pouillon, ils ont quand même un dossier qui n'est pas très clair. Quand on leur a demandé quel était le montant du percement sous le gouffre, ils ne nous ont pas répondu. Quand ils nous ont dit que l'Espagne était à 8% de taux d'échange, ces fameux 10%, on leur a dit mais c'est le total parce qu'il me semble qu'il y a des échanges avec le Portugal, on n'a pas eu de réponse. Une estimation rapide nous dit que l'échange Espagne-Portugal c'est 3% des capacités espagnoles, ce qui fait 11% de taux d'échange, donc ils ont déjà passé les 10%, il n'y a pas de problème avec les 8% français. Donc voilà, et quand on creuse, chaque fois on a ce genre de choses. Ce projet il est complètement inutile, d'autant plus qu'il y a un autre petit problème qui à l'époque en 2017 n'existait pas, c'est que Jupiter n'avait pas intégré l'Élysée. Alors on sait que maintenant Jupiter est à l'Élysée, on sait que Jupiter avait un fils qui s'appelait Hercule. Et là Jupiter il est en train de nous pondre un nouvel Hercule. C'est un travail assez difficile, c'est vrai, c'est privatiser EDF. Enfin, privatiser EDF, privatiser ce qui est privatisable chez EDF. Donc on avait là un exemple, c'est ce qui est passé avec la SNCF, et on a bien connu ça avec les lignes LGV, où on a privatisé RFF, le réseau de transport. Je rappelle que RTE, c'est le réseau de transport électrique, RFF, c'est le réseau de transport ferroviaire. Et alors quand on a commencé à démonter SNCF, on a maintenu RFF dans le giron public en le rendant quand même indépendant, mais il avait récupéré une partie des dettes de la SNCF. Donc dans ce fameux projet de privatisation partielle d'EDF, je vous rappelle, la technique elle est très simple, on privatise ce qui est rentable, donc là où il y a des bénéfices, et on sociabilise ce qui n'est pas rentable, donc on garde dans le giron public. Et c'est nous qui payons, comme dit l'autre. Donc là, il va y avoir, donc on sait que le nucléaire va être maintenu dans le public,
Et le nucléaire, actuellement, c'est le gros poste de création de dette d'EDF. Pourquoi? Parce qu'on a obligé EDF à vendre une partie de son électricité nucléaire à un prix fixé. C'est à peu près 4 centimes du kilowattheure. Or, la Cour des comptes en 2016 nous explique que le coût du kilowattheure nucléaire en France, en 2016, était autour de 6-7 centimes d'euros. Donc, vous voyez, on oblige EDF à vendre à perte 25% de sa capacité de production. Tout ça, c'est pour encourager la concurrence. C'est pour que les opérateurs qui vont être en concurrence avec EDF puissent bénéficier un petit peu de pognon pour pouvoir investir dans la production électrique. Ceux qui se sont empressés, bien entendu, de ne pas faire. Donc la reine va bientôt s'arrêter, on verra ce qui va se passer. Et RTE, dans tout ça, eh bien RTE, comme EDF s'endettait, RTE n'a pas complètement bien financé l'entretien de ses réseaux. Donc on sait maintenant que les réseaux électriques de haute tension doivent avoir des investissements dans le futur. Donc, est-ce que RTE sera privatisé ou laissé public? Vraisemblablement, il sera resté public avec une partie des dettes d'EDF. Donc, est-ce qu'il aura les moyens de faire ce projet? Rien n'est moins sûr. Est-ce que s'il est privatisé, il fera le projet? Ça, c'est sûr que non, puisqu'il n'est pas rentable. C'est la Commission européenne qui nous le dit qu'il n'est pas rentable. Donc voilà, tous ces problèmes-là, je ne vais pas rajouter autre chose. Donc vous voyez bien que ce projet, il est complètement inutile. Il est inutile aussi, ah oui, parce qu'on nous a dit, oui mais vous comprenez, il faut interconnecter, parce qu'il faut échanger. Bon, l'électricité, ça ne se stocke pas. Alors ça, c'est le grand truc d'EDF. L'électricité ne se stocke pas. Alors il faut savoir que EDF est un des plus gros stockeurs d'électricité du monde. Tout simplement pourquoi? Parce qu'EDF a fait des centrales nucléaires. Or, les centrales nucléaires, ça produit à temps constant. C'est constant, la production d'une centrale nucléaire. Or, la consommation, elle est variable en tout temps. Donc, il faut ajuster. Et pour ajuster, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on appelle des steppes. Alors, les steppes, c'est quoi? C'est des grands barrages hydroélectriques. Et au lieu d'avoir le bassin, le barrage, et puis le ruisseau qui s'en va, on a le bassin, le barrage, et puis en bas, un petit bassin. Quand l'électricité est pas chère, et qu'on n'arrive pas à la vendre, qu'est-ce qu'on fait? On pompe en bas pour amener en haut. Ça s'appelle un stockage. Et moi, je fais une blague en général à RTE et à EDF régulièrement. Je leur demande, mais si on supprime une centrale nucléaire, on libère combien de capacités de stockage? Il faut savoir que les capacités de stockage par les steppes actuellement, en France, c'est à peu près 13 à 15% de l'ensemble des énergies renouvelables, hydrauliques compris. Donc on a de la marge, donc il y a des moyens. Et puis, faire des économies d'énergie dans un moment où, comme quelqu'un l'a dit, la consommation électrique en France baisse depuis plus de 10 ans. Elle baisse régulièrement. La Commission européenne avait décidé qu'il fallait que les Européens aient l'électricité au coût le plus bas. Et alors là, elle a réussi, la Commission européenne, parce que si on regarde bien, l'évolution du prix de gros de l'électricité depuis 10 ans baisse. Par contre, si vous regardez le prix payé par les particuliers, il monte. Cherchez l'erreur, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas voulu la trouver. Donc voilà pour ce qui est de toutes ces choses-là. Donc on sait stocker, mais on ne le fait pas. Les isolations de bâtiments, vous savez que c'est l'habitat qui est un des plus gros consommateurs d'électricité, avec la maladie française qui est le chauffage électrique. Ça, c'est génial, c'est pas cher. Ça. Ce problème, c'est qu'il y a quelques années, il y a une statistique qui est sortie, une étude. On estimait à peu près qu'il y avait 33 millions de logements en France. 27 millions étaient des résidences principales. Et sur ces 27 millions, 15 millions étaient classés comme passoires électriques, passoires thermiques, avec pour certaines du chauffage électrique. Donc là aussi, il y a des investissements à faire. Je pense que ça serait plus utile que faire un projet dont on n'a pas l'utilité, qui est purement spéculatif, comme l'ont expliqué mes collègues. Voilà, c'est tout. Mais combien? Dis-moi combien, parce que sinon je parle... Le temps que veulent bien nous laisser les représentants d'associations qui déjà...
Oui, ok. Donc j'ai pris quelques notes. Alors sur les passoires thermiques, c'est assez facile. Hein. En fait, ils ont changé le mode de calcul et il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Hein. Donc voilà, tout va bien. Il n'y en a plus que 4 à 5 millions et on vient de discuter du projet de loi climat. Et donc tout va mieux. Je vous rassure, cher ami, il n'y a presque plus de passoires thermiques. Il suffit de plus les mesurer pareil et il n'y en a plus. Juste quelques remarques sur ce que vous avez dit. Et je vous remercie et encore, ça valide ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est s'appuyer sur l'expertise que vous avez est vraiment essentiel parce que tout le monde a pu comprendre que vous maîtrisez ce dossier de manière assez fine. Et en fait, ce que je note, c'est que depuis la contribution que moi j'avais posée en 2018, finalement, les éléments sont les mêmes. On est sur des chiffres qui sont effectivement utilisés de manière fallacieuse, de façon tronquée, où on vous parle de capacité au lieu de parler effectivement des consommations, y compris sur des crêtes. J'ai pas retenu la date, c'était février 2012. Hein. Je regarderai mon agenda, savoir ce que je faisais ce jour-là, mais je pense qu'effectivement il n'y a pas eu de blackout. Voilà, donc ça c'est un constat en fait, où vous relevez toutes les incohérences de ce truc-là. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils veulent le faire. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que c'est la mise en place d'un géant européen. Je pense qu'effectivement, ça a plus à voir avec l'affaire dont on parlait, et je l'ai aussi signalé au maire que j'ai rencontré juste avant, sur l'histoire du projet Hercule, et qui a un lien assez direct avec cette affaire. C'est-à-dire que dans les choses que l'on va effectivement privatiser, ça va être tout ce qui est énergie renouvelable, parce qu'il y a des investisseurs privés qui vont pouvoir venir se faire des dividendes et de l'argent sur notre dos. Et puis tout le reste, la parallèle avec la SNCF est absolument juste. C'est des réseaux structurants et c'est des monopoles naturels. On ne va pas construire un deuxième réseau en dehors de celui de RTE. RTE, donc c'est à notre charge, c'est nous qui allons payer. Et le nucléaire, même affaire. Et donc je pense que cette affaire-là, en fait, c'est RTE qui est, on va dire, missionné par l'État pour continuer à obéir à la Commission européenne et puis pour continuer effectivement à cautionner la continuation du nucléaire et le rallongement notamment de cette énergie qui n'est pas résiliente. Alors là c'est aussi une remarque, ce que vous avez pointé aussi, contrairement à ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire avoir des arbres pour lutter contre le changement climatique, des forêts en bon état, on mise sur une énergie nucléaire qui elle n'est pas du tout résiliente au réchauffement climatique. En gros c'est les arbres versus le nucléaire, quoi. On oppose l'un à l'autre. Puisque le nucléaire, on l'a vu, et tous les étés d'ailleurs, il coupe les tranches parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour refroidir. Et donc il faut sortir de cette logique complète. Et donc la question c'est, voilà, est-ce que l'État aujourd'hui a une volonté de sortir de ça? Et moi j'allais dire, au regard des éléments qu'on a là, il semblerait que pas du tout. Hein, ils sont là pour cautionner au contraire effectivement la continuation du nucléaire. Alors sur la subvention de l'Union européenne, dans le sens, il y a une question à creuser, il faudra qu'on regarde comment on peut s'en saisir. Parce qu'il faut sans doute interpeller, alors je ne sais pas si vous l'avez fait à cette heure, voilà, sur un droit de pétition notamment sur cette question-là, sur la continuité en fait de l'engagement de l'Union européenne sur un projet qui est finalement dévoyé par rapport à ce qu'il avait été au départ. Et puis les questions aussi que vous avez soulevées pour la CEPENSO sur l'histoire du débat public, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que moi je le vois aussi sur d'autres projets. Finalement, le Covid à bon dos, on fait des consultations numériques. Alors on vous met ça sur un site internet obscur, d'accord, comme ça on est sûr que personne ne va le voir. Et puis ça vaut validation. On vous fait un truc où il y a quatre internautes les plus accros, ceux qui sont les plus pointus, qui suivent le truc, qui arrivent à contribuer un petit peu. Puis on vous dit, bah, finalement, vous voyez, ça n'intéresse pas les gens, ils étaient 4. Bon, ok, mais une vraie consultation publique, et moi je vais interpeller, je pense qu'on va regarder avec mes équipes si on peut faire une question écrite, une question officielle au gouvernement sur cette question de comment le débat public est mené par la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui est un garant sur ce truc-là, et qui, notamment, sur la question d'études d'impact, questionner le gouvernement, les ministères, sur le fait qu'elles ne soient pas fournies, effectivement, pour éclairer le débat public, sinon c'est plus un débat. Effectivement, c'est un protocole qu'on vous donne et qu'on vous dit, voilà, vous signez en bas, ou encore même vous signez pas, c'est comme ça qu'on va faire, et puis rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Donc ça, moi, c'est du côté, effectivement, de mon registre de parlementaire, je vais regarder comment on peut les interpeller. Alors, sur l'innocuité... J'aurais une remarque. Ces fameux débats publics, il y a quand même un sacré problème, c'est qu'ils ne sont que purement consultatifs. Tout à fait. On l'a bien vu avec la LGV, où on a eu plus de 15 000 réponses négatives, circonstanciées, les commissaires enquêteurs l'ont relevé. Ils ont mis un avis défavorable,
et la DUP a été signée. Oui, alors je l'ai vu moi sur une enquête publique qui concernait un hôpital juste à côté de ma permanence parlementaire, où il y a eu effectivement un avis défavorable et qu'il y a eu un vote après de conseillers métropolitains sur la subvention accordée ou sur une caution accordée pour un projet, où il y a une DUP avec un avis défavorable. Effectivement, parce que c'est consultatif. Alors ils étaient un petit peu gênés en tournure, mais ils le font. C'est important de changer ça. Distinguez bien la partie débat public et la partie enquête publique. Hein. Oui. Sur l'enquête publique, je dis rien. Je dis que le débat public est en réalité là où se jouent les affaires. Nous n'avons pas l'information du public. Hein. Nous n'avons pas l'étude d'impact. Et eux, ils l'ont. L'information est totalement asymétrique. Vous voyez. Oui, j'ai bien noté le débat public et l'étude d'impact qui est afférente à ce débat public pour avoir un débat éclairé. Sinon, ça ne sert à rien déjà qu'il est effectivement que consultatif. Si en plus on nous file un truc tronqué, on ne peut même pas émettre d'avis éclairé. Alors sur l'innocuité, ça me fait penser à une actualité toute récente sur l'innocuité des ondes. Effectivement, tant qu'on ne fait pas d'études, tout va bien. C'est comme sur la rénovation thermique, quoi. Tant qu'on n'a pas le thermomètre qui va, on n'est pas malade. Et je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, il y a un avis qui a été rendu par l'ANSES, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire et la sécurité au travail, sur la 5G, qui dit, effectivement, dans l'état actuel des choses, vu qu'on n'a pas trop d'études, on ne sait pas si c'est bon, on ne sait pas si c'est mauvais, le seul truc qu'on peut conclure, c'est qu'il faudrait mener des études. Voilà, c'est ça. Alors, donc là, c'est facile, mais c'est un peu pareil sur la question des réseaux haute tension. Il y a des études internationales, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais surtout, n'en faisons pas d'autres pour essayer de trancher, effectivement, ce dissensus scientifique, et pour avoir un avis un peu étayé, éclairé sur cette question de l'innocuité. Donc ça, c'est effectivement un problème. Et malheureusement, là aussi, moi je suis en bataille depuis un long moment avec la façon dont l'ANSES mène ou ne mène pas des études, et notamment au regard de leur positionnement sur les pesticides et toutes ces affaires sympathiques, où on voit que souvent ils répondent aussi par souci de ne froisser personne de l'État qui leur commande, et qui, voilà, c'est une agence de l'État qui leur commande des études, et pour aller dans le sens du politique et du fameux Jupiter auquel vous faisiez référence. Donc on a un problème d'indépendance aussi et de neutralité de ces agences, et je le dis d'une manière tout à fait publique et officielle. Moi j'ai un doute sur le fait que aujourd'hui ces agences de l'État aient les moyens de construire et de conduire des études suffisantes et neutres. Sur les agences de l'État. C'est intéressant d'en parler. Je veux dire, l'affaire de Mediator a été jugée. Outre les laboratoires pharmaceutiques, l'agence sanitaire dont j'ai oublié le nom a été condamnée pénalement. Donc, ce qui signifie que l'État est dans ses agences sanitaires est totalement bouffé, enfin totalement sous la coupe des laboratoires pharmaceutiques. Et c'est sans doute le même cas avec les effets des champs électromagnétiques sur la santé humaine. C'est ça, il faut que vous le reteniez bien, parce qu'il y a un vrai problème. Il faut législativement, il faut arriver à restaurer une recherche publique organisée par l'État et indépendante de l'industrie. C'est ce qu'il y avait il y a 30-40 ans. C'est ce qu'il y avait encore récemment. Moi-même qui travaille dans la recherche publique avant d'être élu, effectivement, la question de la recherche publique financée sur des fonds publics pour l'indépendance et la neutralité. Voilà, la question de la recherche publique, effectivement, de son financement pour avoir des études neutres, elle est centrale là-dessus. Donc voilà. Et on me fait signe qu'il faut qu'on ne traîne pas trop pour terminer. Mais alors rapidement, pour revenir sur les pesticides, on a dans les Landes de l'eau potable, 80 000 Landais ont consommé ou consomment une eau qui n'est pas conforme à la loi, tout simplement par déjà un seul pesticide, qui est un produit dérivé d'un pesticide du maïs, le S-métallochlore. Mais on a mieux. Le premier pesticide utilisé dans les Landes, c'était le métham-sodium, garanti par les études des fabricants sans aucun danger. Le premier pesticide en volume, il a été interdit en 2018. Le cinquième, le mancozeb, il a en métabolite le TU. Il a été interdit là le 31 janvier. Mais il était sans danger jusque-là. Bon, maintenant on sait qu'il est cancérogène, etc., etc. Ces pesticides non seulement étaient autorisés, ont été interdits, mais n'ont jamais été recherchés dans l'eau potable.
sur les 20 pesticides les plus utilisés dans les Landes, hein, seulement 6 sont recherchés dans l'eau potable. Voilà, c'est tout. Là, on a un problème. On a un problème avec ces trucs d'État, l'ANSES et autres. C'est un problème de manque de précaution. Ils sont là pour valider des études des fournisseurs de molécules ou des fournisseurs de projets ou de médicaments, mais uniquement sur la base, ils prennent des décisions sur la base des études des fournisseurs. Il n'y a pas d'études contradictoires. La recherche publique n'existe pas. Yann, tu veux conclure peut-être? Oui, voilà. Sauf s'il y a des questions peut-être. Donc c'était très intéressant de vous avoir comme d'habitude, c'est technique, on apprend plein de choses, je suis ravi. Et je voulais vous demander, sur tous ces sujets, comment les candidats ou les conseillers régionaux et départementaux peuvent agir, sur quels leviers ils peuvent appuyer. Donc ils font de la transition énergétique, de l'isolation du bâtiment, mais quelles sont leurs compétences qui leur permettraient d'agir sur ces sujets? Vous comprenez la question? Oui. Alors, c'est la discussion que j'avais avec Monsieur le maire juste avant. Quels sont les leviers que des élus territoriaux peuvent avoir? Alors effectivement, ici, localement, c'est pas eux qui décident si RTE va passer ou pas. Ça ne sera pas non plus une présidente de région insoumise qui en décidera ou pas. Néanmoins, il y a des positions politiques de principe, et c'est ce que j'ai dit aussi à Monsieur le maire. C'est que c'est pas parce que vous avez effectivement à gérer le fait que RTE est sur la plage et que vous ne pouvez pas faire autrement que ça vous oblitère de prendre une position de principe en disant sur le principe, ce projet est un projet inutile et imposé. Donc je pense que ça c'est un premier registre. Un premier registre ensuite, la région Nouvelle-Aquitaine, elle n'est pas une petite région. Je pense que il y a des élus qui, même si c'est pas sur des régions de cette taille-là, ont un poids politique au sens, pas au sens politicien, au sens je représente 7 millions de personnes dans la grande région, et donc si je prends une position, ça peut être aussi sur ce qu'on nous défend, nous à la France Insoumise et d'autres, organiser un référendum. Est-ce que les néo-aquitains, par exemple, ont envie de dépenser 1,7 milliard d'euros, parce que c'est quand même, c'est à nous l'argent, hein. Ils ne le fabriquent pas, hein. Comme dirait l'autre, il n'y a pas d'argent magique. Il y en a un qui a dit ça, le fameux Jupiter. C'est notre argent. Donc un référendum pour dire, est-ce que vous voulez qu'il y ait 1,7 milliard d'euros de votre argent qui soit dépensé pour faire un truc dont on n'a pas besoin, parce que monsieur l'a rappelé, c'est pas ça qui va nous aider à développer les énergies renouvelables dans la région, etc. etc. Donc c'est des positions politiques à prendre. Ça, voilà, pour moi, c'est le levier, et ces leviers-là, on a beau dire, c'est pas notre champ de compétences, que je disais à monsieur le maire, il me dit, ouais, mais là-dessus, c'est pas. Mais il y a la compétence générale aussi sur la protection sanitaire, vous pouvez aussi avoir des positions de principe. Et je pense qu'il les a prises aussi, à mon sens. Pas de son bord politique, mais je ne veux pas polémiquer, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour protéger sa population, pour éviter que ça passe au milieu du bourg, parce qu'il a cette prérogative aussi de défendre les intérêts de ses administrés. Mais c'est la même chose, j'allais dire, à un échelon supérieur. À chaque fois que vous remontez la poupée russe, au niveau départemental, au niveau régional, les élus, ils ont à prendre des positions pour protéger les populations et pour mettre ce que vous avez pointé du doigt et qui est absolument oublié tout le temps, c'est le principe de précaution. Il existe dans la loi, mais alors que je veux dire qu'il n'est jamais appliqué. Quand vous évoquez ça, alors là, au Parlement, j'ai essayé 1 ou 2 fois d'invoquer le principe de précaution, mais non, vous agitez des peurs, etc. Ça n'existe pas. On a des études qui nous disent qu'on ne sait rien, mais qu'on va le faire quand même. Bon, bref, on est sur ce registre-là. Donc voilà sur cette question juste. Bon, c'était un bon moment. Oui, merci, c'est vrai. Merci aux représentants d'associations. Alors, juste un petit mot pour aller très vite. Loïc Prudhomme, député France Insoumise, nous voulons te voir revenir. Alors, pour que tu reviennes, je te remets 2 documents qui émanent du collectif d'associations de défense de l'environnement qui s'appelle le CAD. Notamment, on aurait aimé aussi que vous puissiez parler sur la 5G, et notamment de tous les moratoires qui sont demandés aux collectivités, et je sais que les associations du CAD travaillent énormément dans ce sens. Le CAD a d'ailleurs produit, par un de ses responsables, un manifeste citoyen que je remets à Loïc. Et la LGV, bien sûr, cette ligne à grande vitesse
du GPSO qui inquiète beaucoup dans le sud-ouest, mais pas seulement, hein, toutes les LGV. Là aussi, l'argent et le service unifié du ferroviaire. Le fret, on aurait voulu évoquer tout ça. Donc je t'ai remis aussi, pour que tu puisses revenir, un document produit par les 65 associations du collectif du CAD et qui s'appelle « L'arnaque du financement en société de projet ». Puisque M. Rousset, président de la région et qui se représente, n'a pas abandonné ce projet. On a des nouvelles pas excellentes non plus en Occitanie, hein, depuis hier notamment. Bon, notamment sur le contournement de Toulouse. Il y a encore en instance le recours sur le contournement de Bordeaux. Donc tout ça, c'est une affaire qui n'est pas éteinte et évidemment, on ne doute pas que pour les élections régionales, il faudra se battre et faire la démonstration que de ces projets-là, on n'en veut pas non plus. Voilà. Merci à tous. Merci, je vous laisserai le mot de conclusion. Juste sur la 5G, oui, je reviendrai parce que je l'ai évoqué un petit peu, on parlait de 27, je reviendrai avec plaisir à en discuter avec le CAD. Et sur GPSO, de la même manière, j'avais déjà discuté, c'est Mika qui est par là, on avait beaucoup échangé sur cette question, voilà, sur l'aberration aussi de ce tracé plus long qui fait perdre du temps, même sur le trajet, et qui coûte de l'argent, et c'est notre argent à toutes et à tous. Donc en tout cas, merci aux assos pour ce point d'étape qui était vraiment essentiel pour moi de voir qu'effectivement il y a encore des choses et des batailles à mener. De toute façon, tant que moi j'ai dit ça aussi au maire, j'ai dit tant que le câble n'est pas enterré, que ce soit en ville ou dans la forêt, on mènera la lutte et on poursuivra la bataille pour que ça ne se fasse pas du tout, parce que j'ai dit, moi je viens pas ici parce que ça passe à Cap-Breton, que j'ai quelque chose à vous dire ou quoi, ou vous faites le taf. C'est que le câble en fait il est branché chez moi à la centrale de Blaye et moi je veux pas que ça parte ni de là ni de nulle part pour aller traverser toute l'Aquitaine, et voilà, donc c'est une bataille que je vais continuer à mener avec vous et je reviendrai pour les autres sujets. Merci chaleureusement aux associations. C'est une question très personnelle. Moi, je me souviens d'un député de France Insoumise qui avait été bastonné par la police pendant la manif des Gilets jaunes. C'était vous, alors? Oui. Et celui qui a été verbalisé récemment à l'Assemblée nationale avec une manif. C'est vrai. Je vous prie de ne pas rappeler publiquement mon histoire d'amour avec le préfet l'allemand, qui dure, et on dit jamais 203, j'attends la troisième avec grand plaisir. C'est une relation. Oui, c'est ça, je t'aime moi non plus, quoi. Bon voilà, mais retenez bien son nom, il s'appelle Didier l'Allemand et... On l'a eu comme préfet. Ah, lui, Il venait de chez nous, hein. Merci les gars, franchement. Mais il finira dans un goulag. Merci à vous les associations, vraiment. C'était d'un bon moment.